Il a fait lui aussi sa réforme des retraites quand il était président de la République. François Hollande, qui a longtemps été fâché avec Vladimir Poutine, est l'invité de Caroline Roux, c'est des 4V. Bonjour et bienvenue à tous les deux. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Européen, vous ne pourrez pas dire que vous ne savez pas, a dit hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky après le bombardement de la maternité de Mariupol. Les Européens se réunissent aujourd'hui à Versailles. Quel doit être le message de l'Europe ? Il y a un double message. Le premier, c'est de répondre immédiatement à ce qui se produit, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, et c'est donc de limiter, réduire, supprimer à terme les approvisionnements en gaz et en pétrole venant de Russie et qui arrivent en Europe. Ça sera plus long pour certains pays qui sont totalement dépendants. Ça doit être quasi immédiat pour d'autres. La France fait partie de ceux-là qui sont moins dépendants, mais qui doivent se séparer de ce gaz. Comment comprendre que l'on puisse donner à Vladimir Poutine et à son armée les moyens de détruire, de bombarder et de tuer? C'est pas si simple, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'unité européenne sur ce sujet-là. Comme vous l'avez dit, on n'est pas tous égaux devant le gaz russe. Non, on n'est pas tous dans la même situation, mais on doit avoir le même objectif. Certains peuvent y arriver plus vite que d'autres. Le deuxième message qui doit être porté, c'est est-ce que les Européens veulent se défendre ou pas? S'ils doivent, face à une menace qui existe, celle de la Russie de Vladimir Poutine, eh bien, s'ils veulent y répondre, il faut qu'ils s'organisent pour qu'il y ait une défense européenne. Cette défense européenne, elle ne peut se situer que dans l'OTAN, c'est-à-dire dans l'Alliance Atlantique. Beaucoup de pays européens pensaient que seuls les États-Unis pouvaient les protéger. Ce temps-là est terminé. On le voit bien. Les États-Unis ne veulent plus s'engager, comme ils l'ont fait dans le passé, pour assurer, garantir que l'Europe sera toujours protégée, y compris par la dissuasion nucléaire. Donc c'est aux Européens de faire l'effort. Vous avez vu les chiffres qui étaient donnés tout à l'heure, étaient intéressants, car les pays européens ne consacrent que peu de moyens à leur défense, et notamment les Allemands, qui sont les moins dépensiers en matière de défense. Eh bien, ce temps-là doit changer. Là aussi, il faut des objectifs et il faut s'y tenir. Le pire serait d'avoir des proclamations verbales, parce que nous sommes dans un moment d'émotion et d'épreuve, et qu'ensuite, les choses reviennent comme à l'ordinaire. Le pire, c'est pas la désunion ? La désunion, elle a longtemps été vraie sur les questions de défense et d'énergie. Mais aujourd'hui, je crois que chacun des participants à ce Conseil européen sait à quoi maintenant il est confronté. C'est-à-dire une Europe qui est soumise ou une Europe qui s'affirme. Je pense par ailleurs qu'on ne le fera jamais à 27. Si on veut être tout à fait clair, il y a des pays qui viendront jamais pour une Europe de la défense et d'autres qui sont plus conscients de leurs responsabilités. Je dirais les grands pays, la France et l'Allemagne. Si la France et l'Allemagne se mettent d'accord sur la question de l'Europe de la défense avec l'Italie et l'Espagne, si les grands pays sont là, à ce moment-là, les autres pourront suivre. Mais c'est d'abord une question de volonté entre la France et l'Allemagne. Sur la partie dépendance énergétique, est-ce qu'avec le recul, vous regrettez certains de vos choix ? Non, vous parlez de Fessenheim. Non, mais Fessenheim était une vieille centrale. C'était la plus vieille de tout notre parc nucléaire. Il faut renouveler les centrales. Certains le proposent, et je suis entièrement d'accord, prolonger les centrales et faire que le nucléaire soit une part importante de plus de 50% de notre production d'électricité. Mais la question de la souveraineté s'impose. La souveraineté, la première souveraineté, c'est de dépenser moins en énergie, c'est-à-dire d'économiser l'énergie. Cette formule, qu'est-ce qu'on préfère? Grelotter un peu plus ou continuer à trembler face à Vladimir Poutine? Donc il faut être capable de moins dépendre, donc de moins consommer, et deuxièmement, d'utiliser davantage les approvisionnements qui viennent de l'extérieur en matière de gaz et les énergies renouvelables. Il va y avoir une grande poussée des énergies renouvelables, et tant mieux. On va réussir, alors, à cause de cette guerre, à faire finalement notre modèle énergétique nouveau, celui de la transition. Sincèrement, vous pensez que c'est ça qui va l'arrêter? Vous pensez que c'est une pression énergétique, un embargo quasiment européen sur le gaz qui arrêterait Vladimir Poutine? Le tiers des recettes budgétaires de la Russie sont les ressources en gaz et en pétrole. Deuxièmement, la Russie est au bord de la cessation de paiement. Bientôt, il n'y aura plus de capacité pour l'État russe de rembourser sa dette. Ça rappellera peut-être aux plus anciens, mais vraiment aux très anciens, ce qu'étaient les emprunts russes autrefois. Eh bien, la Russie, bientôt, ne pourra plus payer sa dette. Donc la Russie va être en faillite. Et quand on est en faillite, pour financer, y compris son armée, ça devient plus compliqué. Est-ce qu'il faut livrer des avions à Volodymyr Zelensky, en tout cas à l'Ukraine?
Non, je pense que nous avons fait le choix, enfin moi je l'avais fait, Ouais. j'avais pris deux décisions. La première, c'était de ne pas accepter que l'Ukraine rentre dans l'OTAN, dans l'Alliance Ouais. Atlantique, parce que ça nous mettait en situation à ce moment-là d'être en belligérance s'il y avait un conflit. Et la deuxième décision, c'était on ne livrait pas d'avions dans un conflit comme celui-là. C'est des armes offensives et d'ailleurs on serait à ce moment-là entraîné dans la guerre. En revanche, il faut fournir des équipements militaires Ce qu'on fait, défensifs. visiblement. Oui, qu'on aurait dû faire beaucoup plus tôt, parce que la menace, elle n'est pas de ces D'accord. derniers jours, et qu'on doit continuer à faire, même si les conditions d'acheminement deviennent de plus en plus compliquées. Ça veut dire, par exemple, qu'il faudrait renforcer la présence militaire de l'OTAN à l'est de l'Europe, Oui, bien dès sûr. maintenant, de manière significative. Elle a été renforcée, il faut continuer à le faire. Il y a des pays qui se sentent extrêmement vulnérables, les pays baltes, la Pologne. Il est tout à fait légitime d'y mettre des forces de l'OTAN. Et pas simplement des Américains, parce que les Américains, comme je l'ai dit, ils vont progressivement se désengager. Accélérer la procédure d'adhésion de l'Ukraine, de la Géorgie, de la Moldavie à l'Union européenne, c'est plus qu'un symbole. Oui, mais enfin, là, il faut rester au niveau des symboles. Qui peut imaginer que l'Ukraine va rentrer dans l'Union européenne dans les conditions d'aujourd'hui? Ça n'a jamais été d'ailleurs envisagé avant. Sérieusement, ça ne peut pas être fait dans la précipitation aujourd'hui. Il faut affirmer la vocation européenne de ces pays, mais je crois que ça ne servirait à rien de laisser planer des illusions. Je voudrais avoir votre sentiment, Monsieur le Président, sur la menace nucléaire. Est-ce qu'il est raisonnable de se rassurer en considérant que Vladimir Poutine bluffe? L'arme nucléaire, elle a assuré finalement, paradoxalement, la paix en Europe. La guerre froide, c'était quoi? Il y avait un bloc de l'Est, à l'époque c'était les Soviétiques, et un bloc de l'Ouest. Chacun de ces blocs avait l'arme nucléaire, et aucune de ces armes n'a été utilisée parce que l'effroi provoqué par une frappe aurait abouti à ce qu'une autre frappe vienne détruire des villes dans Visiblement, le les pays. temps ont changé. Non, les temps ont changé parce que les armes ont changé. Les armes sont beaucoup plus tactiques, c'est-à-dire beaucoup plus limitées. Mais Vladimir Poutine sait parfaitement que s'il utilisait une arme nucléaire, y compris en Ukraine, il y aurait des conséquences immédiates pour lui. C'est-à-dire que dès lors que l'arme nucléaire est utilisée, elle entretient immédiatement une riposte. C'est pour ça que, d'une certaine façon, il essaye de nous faire peur, de nous effrayer. Pourquoi il essaye de nous effrayer? Pour que nous ne puissions pas, justement, réduire notre dépendance à l'égard du gaz, pour que nous ne puissions pas fournir des armes à l'Ukraine, pour que nous soyons silencieux. Parce qu'il nous considère comme des pays décadents. Il pense que les démocraties sont fragiles et faibles et que lui, il représente un État fort et autoritaire. Eh bien, c'est ce mécanisme-là qu'il faut enrayer. Dans l'actualité, il y a aussi, François Hollande, ce qui se passe en Corse. La situation se dégrade depuis l'agression d'Ivan Colonna, qui est toujours dans le coma. Le palais de justice a été en partie incendié. Il y a eu des heurts à quelques mètres de la préfecture. Le drapeau français a été brûlé. C'est l'État qui est défié. D'abord, ce qui s'est passé dans cette prison est grave. Au-delà des personnes, savoir que pendant plusieurs minutes, deux individus qui sont considérés comme des détenus particulièrement surveillés n'étaient pas surveillés, c'est extrêmement grave. Et de ce point de vue-là, toutes les enquêtes doivent aboutir à mettre en cause des responsabilités. Ensuite, il y a une émotion qui est utilisée et qui dégénère en violence. Je crois que le temps est vraiment au dialogue et à l'apaisement. Je sais combien le président du Conseil exécutif corse est prêt à entendre un certain nombre de paroles. Faut-il encore qu'elles soient prononcées? Selon le Canard enchaîné, la majorité négociait le soutien à Emmanuel Macron avec les nationalistes en échange du rapatriement d'Ivan Colonna dans une prison corse et d'une autonomie de plein droit du territoire insulaire. Si les faits sont avérés, c'est grave? Je ne les connais pas. Ce qui serait grave, c'est de le faire nuitamment. C'est de le faire discrètement. Il y a des principes dans l'administration pénitentiaire, y compris pour le transfert des prisonniers. C'est pas nouveau, la demande, elle m'a été adressée d'ailleurs, que Colonna et ceux qui avaient assassiné le préfet Erignac soient transférés dans la prison de Borgo. Ça s'étudie, ça se regarde. Il y a des conditions qui doivent être posées. Ça ne peut pas se faire comme ça, dans le secret de je ne sais quelle discussion, si elles ont eu lieu, ce dont je ne sais rien. Thomas le rappelait tout à l'heure, le calendrier. Il y a eu la crise du Covid, il y a eu la guerre en Ukraine. Certains qui nous regardent ce matin pourraient oublier qu'on va voter pour une présidentielle dans un mois. Une campagne sans campagne, ça veut dire un président sans mandat? Non, il y a un président élu et légitime. Et ne laissons pas penser que cette élection serait pour rien. Mais c'est vrai que c'est un problème. Nous ne pouvons pas changer les dates, mais c'est un sujet de préoccupation de savoir que
les débats n'auront pas forcément On lieu. entendait là le les débat sur la réforme des retraites. Voilà, les sujets seront d'une certaine façon mis de côté. Et après, il y aura un réveil douloureux. C'est pour ça que j'appelle à ce qu'on laisse quand même le débat se faire. Et puis surtout que après la présidentielle, chacun comprenne bien qu'il y a aussi des règles à respecter pour qu'au moment des élections législatives, il puisse y avoir là aussi des expressions, peut-être des contre-pouvoirs qui soient apportés. Et enfin, que le pays est tellement fractionné, tellement bouleversé, tellement préoccupé. Le pouvoir d'achat est aussi, avec les prix de l'énergie, mis en cause. Donc ça suppose, à mon avis, pour le président ou la présidente qui sera élue, beaucoup de tact et de compréhension de ce qui vient de se produire. Merci beaucoup, Merci Monsieur le Président, d'avoir été notre invité.